Nous partons pour un autre monde. Nous partons pour un autre New York. À l'envers de la ville, à l'envers de la vie. Pour un pays de caves et de boyaux, un labyrinthe, un enchevêtrement de passages et de recoins secrets. Nous partons au royaume du silence, des murmures de voûtes, des souffleries lointaines, de l'humide qui goutte à goutte au bas des parois glacées. Nous rejoignons la nuit. Sous New York, avec 18 niveaux et 468 stations de métro ouvertes ou abandonnées, il existe un lacis de couloirs, des kilomètres de tunnels désaffectés. Depuis près de 40 ans, des femmes et des hommes se réfugient ici, dans les entrailles de la ville. Ils s'y faufilent, ils y rampent, ils y survivent. Pour rencontrer ce peuple des ténèbres, il faut emprunter des escaliers oubliés, soulever des grilles, des trappes, se glisser dans des trous, se couler dans le sombre. Et puis il faut descendre. On ne sait pas combien vivent ainsi masqués par la ville. Ils échappent à la lumière du jour, comme il se joue des statistiques. Et personne jamais ne va à leur rencontre. Pour ceux du haut, ceux du bas appartiennent à une légende, une rumeur urbaine. On les surnomme les hommes taupes. Ce sont les exclus du rêve américain. Dans le dangereux quartier du South Bronx, livré aux mains des gangs, de la drogue et de la prostitution, voici Laurie Fitzgerald. Religieuse catholique, elle vit là depuis 20 ans. C'est elle qui nous présente Johnny Five et Teddy. Teddy et Johnny Five aident Laurie dans son œuvre de charité et la protègent des gangs. Les deux hommes vivent sous une ancienne station de train, dans un dédale de caves profondément enfoui. C'est pas la police, c'est juste Sir Laurie, Johnny Five et moi. Il sortira pas. Ce sont des trous d'aération ici. Ici, on appelle cet endroit le terrain des ossements. Le terrain des ossements est une communauté de gens qui sont sans abri. Des gens qui simplement ont décidé de ne pas avoir affaire avec la société. Johnny! Quoi? Prends la lampe. On arrive dans une minute. Passe-moi la lampe. Okay. He's coming in already? Hello? Johnny! Just a minute, let me move this out the way. This hears anybody from coming in. Okay, you coming? Yeah. All righty. Come on. Got it? Got it. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. C'est celle de l'entrée par la porte étroite. Oh my God. Okay. This way. Par ici, il y a des pièces où partout des gens vivent. Je vais pousser ça du passage pour que vous puissiez passer. Ça dissuade n'importe qui d'entrer ici. Vous rentrez par la porte chez Johnny. Sir Laurie? J'y crois pas. Je dois vous baiser les pieds, vous êtes venu jusqu'ici. Je l'appelle ma mère, ma marraine. Je peux pas y croire. C'est comme quand on récite le gospel à l'église. Il y a des bougies des deux côtés. C'est la chambre. C'est la chambre de Johnny Five. C'est un très bon ami. Par ici, c'est son salon. C'est le salon où il mange et cuisine. C'est une chaise. Une chaise faite maison. Ça, c'est le lit.
Nous sommes en gros dans son salon et dans sa chambre. Je n'ai jamais été aussi loin dedans. J'ai juste dépassé le premier tunnel, juste le trou là-bas. Johnny a continué et je ne pouvais pas voir car je n'avais pas de lampe torche. C'est la première fois en 10 ans. 9 ans. 9 ans que je suis là. Je suis tétanisée, complètement de voir et même d'imaginer qu'on peut vivre aussi profond en dessous. Je veux un peu d'intimité et de respect, comme tout le monde. Je paye mon loyer ici avec du sang et de la sueur. Je n'ai déjà plus de larmes, donc c'est pas bon. Il y a des endroits à New York City qui sont bien pires que là où nous sommes. Et les gens y survivent. J'essaie de revenir à une vie civilisée. Je vis ici, mais ça ne veut pas dire que je suis un homme des cavernes. J'adore le noir. L'autre jour, j'ai dit à Dieu que la chose que je crains le plus, c'est pas lui, c'est pas le diable, c'est moi. En 1973, avec des vétérans du Vietnam, commence le peuplement du ventre de la ville. Démobilisés, isolés, laissés pour compte, ils s'installent à Manhattan sous le parc de Riverside, dans un vaste tunnel le long de l'Hudson, sur 5 km, de la 125e à la 72e rue. Dans les années 1990-1995, on estime à plus de 5000 le nombre de personnes vivant ainsi dans les viscères du Riverside, sous les gares de Grand Central, de Penn Station, dans les boyaux du Hell's Kitchen ou du Bronx. Il y a même des familles, il y a même des enfants. Ceux d'en haut et ceux d'en bas cohabitent jusqu'au 25 février 1993. Ce jour-là, une bombe explose dans un parking du Trade Center. Il y a 6 morts et plus de 1000 blessés. L'attentat revendiqué par des islamistes porte Rudolph Giuliani à la mairie de New York. Partisan de la tolérance zéro envers la criminalité, il déclare alors la guerre aux habitants des tunnels. Descente policière, arrestation. On les accuse de crimes de qualité de vie. Le 11 septembre 2001, la ville est frappée de nouveau. La police investit les tunnels, en chasse ses occupants. Elle soupçonne certains hommes taupes d'avoir été infiltrés par les terroristes. Un homme est le témoin de tous ces événements. Freedom. Il ne vit pas dans le tunnel de Riverside, mais peint depuis 30 ans de gigantesques fresques murales qui expriment l'histoire et les rêves du peuple des ténèbres. En 1988, j'ai passé beaucoup de temps parmi les sans-abri. J'étais ici avant eux pour peindre. Ils étaient curieux de savoir qui j'étais. Et j'étais curieux de savoir qui ils étaient. En 1995, il y avait un feu de camp, ici en bas. Il y avait des milliers de gens qui vivaient dans les tunnels. Il n'y en a plus autant maintenant, à cause des événements du 11 septembre. Il est raisonnable de penser que des terroristes qui voudraient nuire au pays examineraient toutes les infrastructures. Et le métro serait certainement une de leurs premières cibles. Alors imaginer que les terroristes n'ont pas pensé au tunnel serait complètement naïf. C'est la peinture de Goya, appelée le 3 mai.
Elle montre les forces napoléoniennes qui arrivent. Ils tuent les paysans en les mettant en ligne. Quand ça a été fait à l'origine, il y avait environ une douzaine de sans-abri qui vivaient ici, près de la peinture. Il y avait aussi un feu de camp. Ce feu était très important parce que les flammes illuminaient la peinture. Il faisait partie intégrante de cette peinture. Pendant les grandes rafles policières, Brooklyn s'est terrée. Aujourd'hui encore, il n'est pas question pour elle d'affronter les dangers de la vie du dessus. Vous vivez ici depuis combien de temps? 22 ans. Vous étiez dans la rue avant? Non. En fait, je vivais dans le nord de l'État, à Montrose. Ma mère et mon père sont décédés. Ils m'avaient donné la maison. Une maison est partie en flammes et ma maison a brûlé aussi. C'est comme ça que je suis devenue une sans-abri. J'avais à peu près 17 ans. Donc vous étiez la première à venir ici? Oui. Vous avez fait passer le mot? Oui, parce qu'en gros, quand il pleuvait, vous voyez les sans-abri dormir sur les bancs du parc ou dans le métro. Il n'y avait nulle part où aller. C'est comme ça que tout le monde a commencé à venir vivre ici. Il y avait juste des célibataires ou des familles en couple? Il y en avait une, elle avait des gosses, elle avait des enfants, un de 7 ans, un de 10 ans, un de 13 ans et un de 14 ans. Tout le monde se connaissait. Nous serrait tous les coudes, comme une grande famille. Nous nous surveillions et nous nous protégions tous. À l'époque, le maire Giuliani, il a chassé les sans-abri? Ouais, c'était dégueulasse. C'était quoi, la police? Ouais, plein d'entre nous se sont retrouvés en prison. Ils disaient, t'es pas censé être ici, on t'enferme. La police était vraiment dégueulasse à ce moment-là. Et après le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus ici et ils nous ont prévenus. On savait ce qui se passait. Ils nous ont dit, on ne pense pas qu'il soit bon pour vous de rester là, dans le tunnel. Beaucoup de gens ont eu peur et ils sont partis. Mais moi, je suis restée. Je dois vérifier que mon piège marche. À quoi servent-ils? Ce sont des pièges, au cas où quelqu'un vienne. Je peux entendre parce qu'ils marchent sur les bouteilles. Ça fait du bruit et ça me réveille. Pour les habitants des tunnels, la priorité est la recherche de nourriture. C'est leur urgence et leur quotidien. John a 67 ans. Vétéran du Riverside, c'est à l'instinct qu'il se met en chasse. Il connaît ce quartier aisé et sait le profit qu'il peut tirer de lui. Je suis ici depuis longtemps, je sais où trouver de la bonne nourriture. Donc je ne m'inquiète pas. La nourriture est quelque chose qui pose de problème à personne ici. Parce que dans les supermarchés, ils s'en débarrassent. Ils jettent tant de nourriture. Les gens font vraiment leur marché dans les poubelles. Au supermarché Milano, ils ont le meilleur pain que vous puissiez imaginer. Je vais y prendre mon pain frais tous les soirs.
Là, j'ai trouvé du raisin. Je dors là. Le train ne me dérange pas, les rats ne me dérangent pas, mais les gens me dérangent. Tu vois ce que je veux dire? J'entends quelqu'un marcher, je me réveille. Tu m'aveugles. Comment organisez-vous votre vie ici? Vous lavez vos vêtements? Je ne lave pas mes vêtements, je les jette. Parce que tu vois, avec les étudiants, ils jettent des tas de vêtements. Et les gens m'en donnent aussi. Et la douche? Je ne me douche pas. J'utilise de l'eau et du savon, je me lave. Ici? Ouais, je le fais ici ou n'importe où, c'est pas dur. Depuis de nombreuses nuits, il fait grand froid sur Manhattan. Des ratons laveurs agressifs et porteurs de la rage trouvent refuge dans le tunnel glacé. Brooklyn cohabite avec eux. Elle n'a pas d'autre choix. T'as pas peur des ratons laveurs? Regarde, les ratons laveurs. Des ratons laveurs? Ouais, dépêchez-vous. Ils vont venir, regardez. Ils sont à la porte. Bon, faut que j'aille chercher mon matériel. Oh. Time to eat. Oh.
Qu'est-ce que vous cuisinez, Brooklyn? Je cuisine du poulet, des carottes et de la soupe. Une soupe bien chaude pour mon rhume. Les carottes, c'est bon. C'est un bon légume. C'est bon pour les yeux. Ça va être un bon repas chaud. J'adore cuisiner. J'adore. Anybody have some? Est-ce que vous avez eu envie d'avoir des enfants? Bien sûr, Well, not down here. mais pas ici en bas. Yeah, I Ouais, wanted j'ai to voulu have avoir kids, un enfant, but not down here. mais pas ici. I can Je m'imagine see en train d'élever un enfant du genre Daniel Boone avec une casquette, comme dans la bande dessinée, et qui me dit « Ok, je dois aller à l'école maintenant. Allez, t'es en retard pour le bus de l'école. » Et je sors en courant avec l'enfant à travers la colline pour essayer d'attraper à l'heure le bus pour l'école. Et tous ses amis viennent vers lui et disent « Cool, tu connais des ratons laveurs !» Les enfants aimeraient ça. Ils m'aimeraient. Les enfants m'aimeraient. Si vous pouviez faire un souhait, ce serait lequel? Quel souhait je ferais? Avoir un endroit où vivre comme une personne normale. Là où je pourrais prendre une douche, où je pourrais dormir comme une personne normale, où je pourrais faire à manger dans la cuisine, où je pourrais me doucher quand je veux, où je pourrais m'asseoir sur un canapé, dans un salon, devant la télé, où je pourrais dormir dans un vrai lit au lieu d'un tas de gravats, là où je pourrais vraiment rêver. Vous savez comment on sent quand on rêve. Ce serait mon seul et unique souhait. Avoir un appartement où vivre. Je m'en fiche si c'est juste une chambre. Ce serait mon seul et unique souhait. Ce serait ma prière. Ce serait la seule chose que je voudrais dans ma vie. Faut-il être fou pour vivre sous terre? Faut-il être différent des autres pour pleurer dans le ventre des villes? Faut-il avoir d'autres dons, d'autres forces pour se réfugier dans l'obscurité? Faut-il être presque mort ou déjà survivant? Quels seraient ceux d'entre nous qui en réchapperaient? Pour Johnny Five, qui aide Sir Laurie, la survie du peuple des tunnels passe par l'entraide et la solidarité. Sister Laurie t'envoie un sac de couchage flambant neuf. Il va faire froid. T'as besoin de quelque chose? Des sardines, du thon, du jus? Oui, ça me serait utile. Oui. Ah, merci, vraiment. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, regarde-moi ces mains noires. Ah, là, je faisais à la cuisine. Mes mains salissent comme ça. Au revoir.
Mon anniversaire. C'est ton anniversaire? J'ai 46 ans. 4 plus 6, ça fait 10, donc j'ai que 10 ans. J'ai l'esprit d'un garçon de 10 ans. Tu vas aimer ma cuisine. C'est délicieux. Aaron, on a de la nourriture pour toi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. Make a wish, honey. Home sweet home. Je descends, parce que quand tu meurs, tu descends. Tu peux mourir spirituellement ou tu peux mourir physiquement. Je sais que vous allez expliquer tout ça en français. Quand tu prends des drogues, tu meurs spirituellement, tu perds la connexion avec Dieu. Tout ce que je sais, c'est que tout est vanité. Les drogues, vanité. La nourriture peut être vanité si tu manges trop. Le sexe, vanité. Un plaisir momentané. On a fait le tour. Depuis l'âge de 5 ans. Pour certains, les tunnels sont des abris protecteurs, des retraites philosophiques ou des besoins de silence. Pour d'autres, ce sont des planques, comme pour Wilfredo Rodriguez, recherché par la police de 5 États. Protégé nuit et jour par un garde du corps, Rodriguez fut un chef de la nation Latin King. Ce gang, l'un des plus importants des États-Unis, compte plus de 450 000 membres. Il étend son emprise sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Amérique latine. Les chefs clandestins de cette organisation, investis dans le meurtre, la drogue, l'extorsion de fonds et le vol, se font appeler Incas. Wilfredo Rodriguez est un ancien Inca. Aujourd'hui isolé de tous, animal blessé, il attend la fin que prépare la mort blanche. L'héroïne, sa dernière compagne. Mon nom est Wilfredo Rodriguez, alias Chicago. Je suis né à New York City le 17 juillet 1947. Je suis diplômé de l'université de Boston. J'ai une maîtrise en sciences. Je suis le cofondateur de la toute-puissante nation des Latin Kings. J'ai été en prison pendant 26 ans. J'ai passé 17 ans en cellule d'isolement en tant que membre de l'organisation. Tu as eu un rôle important chez les Latin Kings? Je suis le fils roi de la nation toute-puissante. Maintenant à l'écart parce que j'ai choisi qu'il en soit ainsi.
Je suis Latin King depuis maintenant 45 ans, et je mourrai en Latin King. Quand je m'en irai, je partirai vers les étoiles d'où je viens, car c'est notre croyance dictée par nos pères fondateurs. Notre destin est prédestiné. Ce qui nous arrive fait juste partie d'un cycle que nous devons tous traverser. J'ai un tatouage sur ma poitrine. Mon tatouage est la couronne de la nation toute-puissante. Elle représente la nation, mon peuple et le soleil qui brille sur nous. C'est juste là sur ma poitrine. Cette couronne a les 36 clés qui déverrouillent l'univers, les secrets de l'univers et de la galaxie. Nous jurons le secret, nous vivons par le secret et nous mourrons par le secret. Près de la gare de Penn Station, au cœur de Manhattan, un homme s'engouffre dans un passage discret. Il s'appelle Gray. Il nous conduit. Ce souterrain s'appelle Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer. C'est le plus dangereux de tous les tunnels. Hanté d'hommes en bout de tout, sans espoir ni raison. Vous avez quel âge? J'ai 47 ans. Et comment vous débrouillez? Parfois, les gens me donnent 2 ou 3 dollars, 5 dollars. Je fais en sorte que ça me tienne 2 jours. J'ai la vie rude. Vous mendiez? Non, je ne mendie pas. Je sais où aller en cas de besoin. Ça fait longtemps que je suis dans la rue, mais je suis prêt à changer, vous savez. Gray vit 30 mètres sous terre, dans une étrange maison de briques aux fenêtres aveugles. Une maison construite au début du siècle pour abriter les ouvriers qui creusaient les premiers tunnels de la ville. Il y a d'autres personnes. Elle est habitée. Ce sont des tribus de 4, 5 ou 6 personnes. C'est comme ça ici que les gens se déplacent. Ils se déplacent en groupe. J'aime pas cet endroit. C'est sombre, il fait froid et humide. J'aimerais avoir un bel endroit où vivre. J'aimerais bien un bel endroit. À notre arrivée, certains habitants du Hell's Kitchen ont fui. D'autres ont accepté notre présence. C'est le cas de José, le rôdeur des tunnels, qui découvre devant nous le territoire d'un autre. Oh, this is nice.
Beaucoup de gens cachent leurs affaires ici, parce qu'ils ne veulent pas les transporter. Ces 3 derniers jours, il y a eu beaucoup de neige. Ils planquent leurs vêtements, mais apparemment, cette personne n'a pas fait un bon boulot, parce que cet endroit est accessible et quelqu'un comme moi qui se balade dans le coin peut facilement les trouver. Tout ce que je sais, c'est que je vais garder ce déodorant, parce que ça sent vraiment bon. Wow. Nice. Nice. On est directement sous 43e rue, 6e avenue. C'est comme un nouveau monde. C'est pas comme en haut dans les rues où les gens payent les taxes, créent des entreprises. Regarde-nous ici. On ne se considère pas comme propriétaires. Nous avons notre propre groupe. Nous avons notre propre peuple qui, en fait, a été jeté ici comme un rebut de la société. C'est pas humain, et ça s'appelle la survie. Je préfère ça que de braquer, voler ou tuer. Je ne ferai rien de ça parce que je veux pas aller en prison. C'est pourquoi je suis ici. Vous êtes ici depuis combien de temps? 6 ans. Ce qui m'a amené ici, c'est que les gens croyaient qu'on ne pouvait pas compter sur moi. Que je voulais rien faire de ma vie. J'ai pas de famille. Ma mère est morte d'overdose d'héroïne. Mon père s'est barré quand j'étais enfant. Je l'ai jamais connu. Je me suis enfui à 10 ans et depuis, je me suis débrouillé tout seul. J'ai été élevé par des macros, des prostituées et des parieurs. Ce sont ces gens qui m'ont appris à survivre dans les rues de New York. José veut nous faire rencontrer Miguel, qui vit à 100 mètres de chez lui. Hey buddy, come on man, come down man. How you doing? How you doing man? Hey mon pote, comment ça va? Tout va bien? Tout va bien. Bien un peu. D'accord. Ça fait longtemps. Hein. Alors la dernière fois, tu m'as dit que tu voulais aller dans un centre de désintoxication, juste pour 1 ou 2 semaines, et tu rechutes dans cette putain de merde? C'est foutu. Ton esprit est complètement foutu. N'est-ce pas notre cas à tous? C'est bon de te revoir. À plus. Je suis content que tu sois encore en vie. C'est votre maison? Depuis combien de temps vous êtes là? Dans ce coin depuis 5 ans. Ça c'est ma couche. Et qu'est-ce que vous aimez ici? La solitude? La solitude, exactement. La solitude. Parce que je suis en paix ici, tu comprends? La solitude, c'est la paix, tu vois ce que je veux dire? Je veux rester seul parce que j'ai mes trucs à faire. Mes propres trucs.
Alors, quand le temps arrivera, j'irai chercher du travail. Je changerai ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'essaierai de retrouver ma famille et j'essaierai de me lever encore. J'essaierai de vivre normalement, comme avant. Mais pas maintenant. Pas maintenant. All right. Okay. Oh, shit. Yeah, not really good at No. See this one? Yeah. See, this place, Cet endroit est vraiment pourri. Prudemment, Miguel s'avance vers un dortoir. Il est vide. Ses habitants sont quelque part autour de nous. Il y a quelqu'un qui vit ici aussi. Une autre personne. Ah, il y a encore quelqu'un qui vit ici. Il s'en va à 6 h, 5h30 du matin. Ça, c'est un des types qui a vécu le plus longtemps ici. Plus longtemps que moi. Kitchen, no, la cocina, las tortillas. Un peu comme au village, Miguel et Luis se retrouvent entre voisins pour commenter la politique. Pour vous, c'est Barack Obama ou Hillary Clinton? Je ne sais pas vraiment. Je déteste parler de politique et des choses comme ça parce que je n'y crois pas. Obama parle de changement, mais je ne crois pas que ce monde puisse être changé par les hommes. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? C'est mon ami depuis longtemps. 10 ans peut-être. Est-ce que vous êtes habitué à vivre dans le noir? Pour moi, dans le noir, pas de problème. Je vois. Vous voyez vraiment dans le noir? Oui, je vois dans le noir. Vous n'avez pas besoin de lampe de poche ou quoi que ce soit? Non, je peux voir. Je peux tout voir. Vous n'aimez pas sortir le jour? Je n'aime pas le jour parce que certaines personnes voient mes vêtements. Vous savez, les gens voient mon visage. La nuit, c'est mieux. Donc vous ne voyez pas souvent la lumière du soleil? Parfois, je vois la lumière. Mais je n'aime pas le jour. Soudain, pris de panique, Luis refuse de sortir. Le jour, le monde, le bruit. Depuis longtemps, il n'appartient plus aux gens du dehors. Alors Miguel sort seul chercher de l'eau.
travers les tunnels, la rumeur de notre présence se répand. Les caches insoupçonnables s'entr'ouvrent. L'invisible nous frôle. Les plus dissimulés dévoilent leur présence. J'ai un message pour toi. Nous croyons que Jésus arrive. Si, il va arriver. En 2011, le 21 mai. Il va prendre les vrais croyants, les vrais chrétiens, et le 21 octobre, ce sera la fin du monde pour toute la race humaine. C'est dans la Bible. Il y aura 5 mois d'expiation du 21 mai au 21 octobre. Ok? Non, c'est pas grand. C'était comme un égout, tu sais. Non, pas un égout parce que cet endroit appartient à la compagnie électrique. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je dormais dans la rue, dehors. Et comment avez-vous trouvé cet endroit? C'est mon ami. Mon ami l'a trouvé. Tu sais, beaucoup de gens vivent ici depuis 8 ans ou plus que ça. Plus loin au fond, là. Qu'est-ce que vous avez pensé quand votre copain vous a conduit ici? Non, j'ai pas aimé quand je suis venu ici. Non, la première fois parce que c'était trop sale, tu sais. J'ai dû repeindre. Ouais, j'ai repeint. J'ai dû travailler un peu, tu sais. Vous avez de l'électricité, pas de loyer à payer. Ah, c'est une bénédiction. Et comment vous prenez de l'électricité? Je la prends tout au fond. Tout est sec ici. Parce que j'ai du chauffage. Ce radiateur ici, j'en ai un autre là. Il fait très chaud. Donc, tu sais, ça maintient tout au sec. Le bruit des trains, ça vous dérange? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je ferme la porte. Alors, qu'est-ce que vous faites cuire? Du riz. Du riz et des haricots. Vous avez de l'eau pour vous laver? J'en ai 2 comme ça. Faites voir ce que vous avez dans le frigo. Priez. Dans les tunnels, on survit. Au milieu des gravats, des poubelles, des traverses de rails et des draps souillés. Les fracas du dehors résonnent de loin en loin, en alerte constante au monde du dehors. Demain, si tout empire ou si rien ne change, d'autres hommes ramperont jusqu'au tunnel. Et puis d'autres encore, et encore d'autres, et encore. Renonçant au soleil pour le sombre infini. Au royaume de l'exclusion, la place ne manque pas.